Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire la suite de ce livre Mystère à travers les âges. Alors précédemment nous avons déjà lu le chapitre sur les pyramides et celui sur l'univers. Aujourd'hui nous allons donc lire la partie consacrée aux océans. Donc nous allons apprendre plein de choses ensemble aujourd'hui. D'abord sur le thème les eaux mystérieuses, ensuite l'attrait des océans, les abysses, des richesses sous l'océan et enfin l'avenir des océans. Et on commence avec l'introduction. Peut-être aurions-nous dû appeler notre monde planète océan et non pas planète Terre. Après tout, plus des 2/3 du globe sont liquides. Les scientifiques estiment que les océans contiennent environ 1370 millions de kilomètres cubes d'eau. De belles explorations en perspective, non? En 1969, alors que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, une seule mission dans les profondeurs océaniques a été couronnée de succès. Depuis, personne n'y est retourné. Les secrets des grands fonds ne sont guère faciles à percer, mais beaucoup s'attellent à cette tâche. Au XXe siècle, on a réalisé d'énormes progrès dans le développement des méthodes d'exploration, mais de nombreuses énigmes subsistent. Comment les océans se sont-ils formés et pourquoi contiennent-ils autant de sel? L'être humain pourra-t-il vivre un jour sous les mers? Notre monde devenant de plus en plus surpeuplé, il est capital de mieux connaître les océans. Aussi, quelle quantité d'aliments pouvons-nous extraire de la mer sans nuire à son environnement? Comment traiter nos déchets pour la nourrir au lieu de la polluer? Qu'adviendra-t-il des océans si le réchauffement du globe se poursuit? Autant de questions et de mystères que doivent résoudre les océanographes. En plus, ce livre a plus de 25 ans et aujourd'hui ces questions sont plus que jamais d'actualité. Les mers présentent un défi qui, dans son ampleur, avoisine celui de la conquête spatiale. De nos jours, nous connaissons mieux la surface lunaire que le fond des océans. Les eaux mystérieuses. À l'heure actuelle, grâce aux caméras vidéo sous-marines, on peut voyager sous les océans sans se mouiller. Les bateaux modernes, les sous-marins, le matériel de plongée et la technologie des satellites nous permettent d'observer et d'explorer les profondeurs. Les tout premiers explorateurs ont bravé les océans sans carte marine ou système de communication précis, comme en témoignent leurs mosaïques où figurent poissons et créatures de la Méditerranée. Les Romains étaient des observateurs attentifs. Il y a 150 ans à peine, les scientifiques croyaient qu'aucune forme de vie ne pouvait subsister dans les profondeurs océaniques et que les grands fonds étaient remplis de glace. En 1860, un câble de communication passant à 2 km de profondeur sous la Méditerranée est sorti de l'eau pour être réparé. On découvre alors de merveilleux coraux sous sa surface. Depuis, en draguant les abysses, grandes profondeurs marines, on a pu extraire toute une variété de créatures océaniques vivant jusqu'à 6 km de profondeur. Les mers étaient encore chaudes et l'eau jaillissait encore en elles depuis les sources volcaniques du tréfonds de la croûte terrestre. Finalement, au bout d'une très longue période, de minuscules formes de vie microscopiques apparurent. Il s'agissait des bactéries. David
les océans étaient sans fond et peuplés de gigantesques monstres épouvantables. Au XVIIIe siècle, toutefois, des scientifiques et des explorateurs entreprennent des expériences qui vont leur permettre de découvrir le fond des océans. Depuis 1920, grâce aux sondeurs à ultrasons, les chercheurs peuvent connaître l'aspect du plancher océanique et mesurer la profondeur de l'océan à n'importe quel endroit et en quelques secondes. Les plongeurs peuvent même s'équiper de leurs sondeurs étanches portables pour savoir à quel niveau sous-marin ils se trouvent. Malgré tout, bon nombre de mystères et de mythes demeurent. Quelle est la taille des océans? Les mers et les océans occupent environ 362 millions de kilomètres carrés de notre planète, avec une profondeur moyenne de 3700 mètres. Le plus grand océan est le Pacifique, qui mesure 166 millions de kilomètres carrés. Le plus petit est l'Arctique, avec 12 millions de kilomètres carrés. La bonne mesure. En 1773, à bord du bateau de Sa Majesté le Racehorse, Constantine John Phipps utilisa un fil à plomb pour mesurer une profondeur de plus d'1 kilomètre dans les eaux séparant l'Islande de la Norvège. Les sirènes. Nul ne connaît l'origine du mythe des sirènes, mais cela fait des siècles qu'elles alimentent les récits fabuleux. L'explorateur Christophe Colomb, 1451-1506, pensait que les dugongs, mammifères marins, surnommés vaches marines, auraient inspiré la légende. C'est pas très ressemblant quand même. La vie dans les abysses. Les scientifiques savent aujourd'hui que la vie existe dans les fonds marins, même dans le ravin abyssal le plus profond, la fosse des Mariannes. C'est un sous-marin japonais sans équipage, le Kaiko, qui fit cette découverte en 1995. Manœuvré par des câbles en surface, l'engin a pu extraire des échantillons et prendre des photos. Le défi des océans. En 1872, le vaisseau de Sa Majesté le Challenger lève l'ancre pour un long voyage de recherche autour du monde. Pendant plus de 3 ans, à son bord, les scientifiques établissent la carte des fonds marins en sondant les profondeurs à l'aide d'une ligne et d'une boule de plomb. En analysant la vase et l'eau, ils découvriront plus de 4000 espèces animales et végétales. De leurs travaux naîtront une cinquantaine d'ouvrages et de nombreux mystères seront résolus. Les dieux de la mer. Depuis des milliers d'années, les peuples de marins ont vénéré les dieux et les déesses de la mer. De nos jours, les rites et les cérémonies en hommage à ces divinités sont encore pratiqués dans certaines sociétés. Chaque grande civilisation possédait son dieu de la mer, tel Poséidon pour les anciens Grecs ou Neptune dans la Rome antique. Les Romains considéraient d'ailleurs que les crêtes des vagues n'étaient autres que les chevaux blancs du char de Neptune. Les eaux tourbillonnantes. Les tourbillons se forment au point de rencontre de forts courants marins dans d'étroits passages maritimes, comme entre l'Italie et la Sicile, en Méditerranée. Les Grecs de l'Antiquité appelaient ce tourbillon charybde et l'attribuaient à un monstre aspirant et refoulant les eaux. Le continent disparu. De nos jours, nul ne sait encore si l'Atlantide a réellement existé. Selon Platon, le philosophe grec, l'île aurait été submergée par les flots à la suite d'un cataclysme. Il est vrai que vers 1500 avant Jésus-Christ, une éruption volcanique et un tremblement de terre sur l'île de Terra, aujourd'hui Santorin, provoquèrent de gigantesques raz de marée et des inondations. D'où peut-être la légende
les étoiles et le soleil comme seul point de repère. Leur carte n'était guère précise et certains, pensant que la Terre était plate, s'imaginaient tomber dans le vide une fois parvenus au bout du monde. Des explorateurs tels que Christophe Colomb, Fernand de Magellan et James Cook ont établi la carte des océans et des continents. À présent, des scientifiques commencent à dessiner la carte des grands fonds marins avec les montagnes, les ravins et les plaines qui les composent. En sondant les abysses, ils parviennent à comprendre comment les océans et les continents se sont formés et peuvent même prévoir leur évolution d'ici 1 million d'années. Les océans conservent-ils la même taille? La taille de nos océans évolue en permanence en raison des mouvements lents mais constants des plaques tectoniques de la Terre qui éloignent les continents. L'océan Atlantique, par exemple, s'élargit d'environ 4 cm par an. Quand la Terre était plate, pendant des siècles, les gens s'imaginaient que la Terre était plate et qu'ils pouvaient basculer dans le vide une fois arrivés au bord. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le mathématicien grec Pythagore prouva que la Terre était une sphère. Malgré les photos satellites qui nous permettent d'observer notre globe terrestre, certains continuent de croire que notre Terre est plate. Elle est ronde. Le navigateur portugais Fernand de Magellan, 1480-1521, traversa l'océan Pacifique en 1520. Auparavant, les gens pensaient que l'Inde et l'Amérique ne formaient qu'un seul et unique continent. En 1522, l'un des vaisseaux de Magellan fut le premier à faire le tour du monde, prouvant enfin que la Terre était bel et bien ronde. La carte du monde. Certains peuples avaient une façon bien étrange de concevoir la Terre. Vers l'an 50 de notre ère, le romain Pomponius Mela dessina une carte en forme de roue où la Terre plate était entourée d'un océan et divisée par les mers. L'épine dorsale des océans. L'océan Atlantique recouvre la dorsale médio-atlantique, une longue chaîne de montagnes dont certains sommets culminent à 4000 mètres. Elle émerge par endroits pour former des îles telles que l'Islande. Il existe des chaînes semblables dans tous les fonds océaniques. Sondés en profondeur. Grâce au Glomar Challenger, nous savons à présent comment et à quelle époque s'est formé le fond des océans. Une sonde pénètre sous l'eau afin d'extraire des échantillons de roches et de vases. Elle peut forer jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Le premier atlas. C'est en 1570 qu'un cartographe flamand, Abraham Ortels, dit Ortelius, publie le premier grand atlas universel, appelé Theatrum Orbis Terrarum. Cet atlas, qui englobe des cartes dessinées, connaîtra un grand succès, mais il n'en demeure pas moins criblé d'erreurs. L'évolution de la Terre. À présent, les scientifiques pensent que les océans et les continents occupent des blocs séparés de la croûte terrestre, que l'on appelle plaques tectoniques. Il y a environ 250 millions d'années, les continents ne formaient qu'une gigantesque masse de terre appelée la Pangée. Les plaques se sont peu à peu disloquées pour former les continents. D'autres sont entrées en collision, créant ainsi des chaînes de montagnes, telles que l'Himalaya.
subvenir à leurs besoins et survivre grâce à l'océan. Chaque année, bon nombre de gens passent leurs vacances au bord de la mer. Certains s'essaient à la plongée en quête de perles ou d'autres trésors naturels. Au XIXe siècle, le grand public s'intéresse beaucoup à l'histoire naturelle. Les premiers naturalistes se mettent à observer en détail les mystérieux animaux et les plantes du rivage. Certains se hasardent sous l'eau avec des seaux sur la tête. On construit des laboratoires océanographiques en bord de mer, à Naples, en Italie, ou à Plymouth, en Grande-Bretagne. Après la Seconde Guerre mondiale, les explorateurs sous-marins tels que les Autrichiens Hans et Lottie Haas et le Français Jacques-Yves Cousteau commencent à prendre des photos des mondes étranges des profondeurs. De nos jours, de nombreuses expéditions sous-marines découvrent chaque année de nouvelles créatures mystérieuses. J'ai testé toutes les possibilités offertes par le scaphandre autonome, looping, culbute, tonneau. Je me suis tenu la tête en bas, appuyé sur un doigt et j'ai éclaté de rire, d'un rire aigu et déformé. Délivré de la pesanteur et de la flottabilité, je volais dans l'espace. Jacques-Yves Cousteau, explorateur sous-marin. Les pionniers de la plongée. Les hommes plongent sous l'eau depuis des milliers d'années en quête de précieuses perles, d'éponges, de poissons ou autres nourritures sous-marines. Si les tout premiers plongeurs ne disposaient pas d'équipement, ils pouvaient cependant descendre en apnée en retenant leur respiration à 20 ou 30 mètres de profondeur. Au fil des siècles, dans l'espoir de trouver des trésors enfouis ou de vaincre l'ennemi, chacun rivalisera d'ingéniosité pour mettre au point du matériel de plongée. Même l'Italien Léonard de Vinci, 1452-1519, concevra un engin pour respirer sous l'eau qu'il ne testera jamais. De nos jours, des milliers de gens s'adonnent à la plongée sous-marine, devenue un sport à part entière. D'où proviennent les perles? Une perle se forme lorsqu'un grain de sable se glisse dans un coquillage. Pour arrêter l'irritation, le mollusque recouvre la particule de sable en sécrétant une fine nacre. Les perles les plus précieuses proviennent uniquement des mers tropicales. La plus grosse perle jamais découverte pèse plus de 6 kilos et elle est l'œuvre d'un bénitier géant, un mollusque comestible. Un plongeur né. Le cachalot peut retenir sa respiration pendant au moins 1 heure et plonger à plus de 1000 mètres sous l'eau afin de chasser le calmar géant. Les efforts de l'homme pour explorer l'océan semblent bien piteux en comparaison. Les joyaux de la mer. Les pêcheurs de perles et d'éponges comptaient parmi les tout premiers plongeurs. On recueille des perles au fond du golfe arabique depuis au moins l'an 3000 avant Jésus-Christ. À l'origine, les plongeurs portaient un pince-nez en écaille de tortue pour empêcher l'eau de pénétrer dans leurs narines. La cloche à plongeurs. La première fut inventée en 1690 par l'astronome Edmund Halley. Les plongeurs s'asseyaient dans un caisson sans fond en bois. À mesure que l'engin descendait, l'eau montait en comprimant l'air à l'intérieur et l'on compensait cette perte en ajoutant de l'air en provenance de barils en bois. Les plongeurs pouvaient sortir à l'extérieur en portant de petits casques sur la tête. Le scaphandre. C'est l'Allemand Augustus Sieb qui mit au point le premier scaphandre en 1837. Le costume en caoutchouc étanche était doté d'un lourd casque en cuivre et de bottes plombées. L'air était pompé en surface et l'ensemble permettait aux plongeurs d'opérer à plus de 90 mètres de profondeur.
assez semblable, mais bien plus légère. La maladie des caissons. Les premiers plongeurs souffraient d'une étrange maladie qui leur était souvent fatale, la maladie des caissons. Si le plongeur émerge trop tôt, la baisse de pression entraîne la libération d'azote gazeux dans le sang, ce qui bloque le flux sanguin. Aujourd'hui, les plongeurs affectés de la maladie des caissons passent par des chambres de décompression, dont la pression d'oxygène permet la dissolution de l'azote. Plongée en solitaire. En 1865, les Français Benoît Rouquayrol et Auguste de Nérouze inventèrent un appareil de plongée ne nécessitant pas l'emploi d'un tuyau à air en surface. L'oxygène était transporté dans une boîte métallique et pénétrait dans le casque par une valve. Toutefois, cet équipement ne pouvait s'utiliser qu'en eau peu profonde à basse pression. La plongée moderne. Le scaphandre autonome moderne offre une grande liberté d'action aux plongeurs. Les années 40 verront la naissance du premier appareil à respirer en parfaite autonomie sous l'eau. Les explorateurs Jacques-Yves Cousteau et Frédéric Dumas mettront au point le détendeur qui libère de l'air comprimé à la demande, et non pas en permanence, pour éviter le gaspillage. D'étranges créatures. Le nombre des créatures qui peuplent les fonds marins est absolument fascinant. Parmi les plus spectaculaires, citons les grandes baleines, les requins et les raies mantas. Dans le passé, ces animaux n'étaient que source de nourriture et d'argent, et bon nombre d'entre eux étaient chassés et tués. À présent, les scientifiques tentent d'éclaircir la vie mystérieuse de ces énormes créatures afin d'éviter l'extinction de leur espèce. De nos jours, chacun d'entre nous peut observer ces stupéfiants animaux dans leur milieu naturel. De nombreux organismes de tourisme proposent des excursions pour l'observation des baleines et des dauphins, des safaris sur les récifs coralliens et des traversées en bateau à fond vitré. Par ailleurs, de plus en plus de gens s'initient à la plongée en scaphandre autonome. La reine des océans. La baleine bleue est le plus gros animal qui existe sur la Terre. Sa taille peut atteindre 30 mètres de long, soit davantage que la plupart des dinosaures. Pourtant, ce mammifère géant se nourrit uniquement de ce qu'on appelle le krill, de petites crevettes d'à peine 5 cm de long. Chaque baleine en avale environ 4 millions par jour. Les monstres des profondeurs. Les premiers marins vivaient constamment dans la crainte de rencontrer d'affreux monstres censés surgir du fond des océans. Les cartes et les ouvrages du XVIe siècle représentaient des poissons et des reptiles pourvus de têtes et de crocs énormes, ainsi que de longs serpents se contorsionnant dans tous les sens. De telles légendes ont persisté jusqu'au XIXe siècle. Les requins attaquent. Depuis la sortie de films comme Les Dents de la Mer, le grand requin blanc a acquis la réputation de tueur impitoyable. Avec ses gigantesques mâchoires et ses dents acérées, cet animal peut déchiqueter un être humain en peu de temps. On sait peu de choses sur la vie de ce monstre et les scientifiques tentent d'en percer le mystère. Toutefois, les gens ont tué davantage de requins que l'inverse, et ce grand prédateur compte aujourd'hui parmi les espèces en voie d'extinction. Quelle est la taille du requin blanc? La plupart peuvent atteindre 6 mètres à l'âge adulte. En 1959, au large des côtes australiennes, Alf Dean captura à la corde le plus gros poisson jamais pris, un requin blanc de 1209 kg. En
1976, toujours au large des côtes d'Australie, Clive Green en prit un de 1537 kg. En 1963, un vacancier australien, Rodney Fox, survécut à l'attaque d'un requin blanc. Le pauvre homme s'en tira avec des centaines de points de suture et des cicatrices de la taille jusqu'au cou. Alerte aux larves. En 1763, on découvrit des poissons en forme de feuilles dans la mer, des sargasses, qu'on appela leptocéphales. Un siècle plus tard, il fut prouvé qu'il s'agissait de jeunes anguilles d'eau douce qui pondent dans la mer. Leurs larves, les civelles, cheminent vers l'Amérique du Nord et l'Europe, où elles se faufilent dans les rivières. Mégalodons, des géants implacables. Les premiers peuples de la Méditerranée prenaient les dents de requins fossilisés pour des langues de serpents transformées en pierre. Certaines dents atteignent 12 cm de hauteur et semblent suggérer l'existence du mégalodon, un requin aujourd'hui disparu qui pouvait mesurer 30 mètres de long. Les créatures du diable. Les étranges cornes dont est pourvue la raie manta lui ont valu le surnom de diable de mer. On pensait qu'il s'agissait d'un dangereux prédateur, mais les plongeurs d'aujourd'hui nagent en toute sécurité avec ces géants. Malgré sa taille imposante, la raie manta demeure inoffensive et se nourrit uniquement de plancton, minuscules organismes en suspension dans la mer. Les cornes l'aident simplement à diriger dans sa gueule l'eau riche en plancton. Les abysses. À des milliers de mètres sous l'océan, l'eau est glacée. Il fait noir comme dans un four et la pression est assez forte pour broyer un être humain comme une coquille d'œuf. Tels sont les problèmes que doivent affronter à la fois les explorateurs des abysses et les animaux qui y ont élu domicile. Ces derniers résolvent ces problèmes de façon fort ingénieuse. La plupart des poissons des grands fonds disposent de parties du corps luminescentes qui leur permettent de chasser et de s'accoupler. Certains calmars crachent une encre, un liquide phosphorescent, pour confondre les prédateurs. Dans les abysses, la nourriture est rare aussi. Beaucoup de poissons possèdent des mâchoires énormes et des estomacs pouvant se dilater de façon à dévorer des proies aussi grosses qu'eux. Les explorateurs descendent à bord de submersibles, sous-marins de haute mer, construits en matériaux très résistants. Ils emportent de l'eau, des vivres et sont bien chauffés à l'intérieur. En outre, ils disposent de puissants projecteurs permettant à l'équipage d'observer la vie abyssale. De temps à autre, je sentais comme une légère vibration et le câble semblait donner du mou. On apprit qu'une houle traversière s'était levée. On allait et venait à 923 mètres sous l'eau et allait-on pouvoir remonter? William Bibb, lors de sa descente record en bathysphère en 1934. Fosses et cheminées océaniques. Avec le même désir ardent qui pousse à escalader les plus hauts sommets sur Terre, l'être humain a toujours souhaité plonger dans les profondeurs et explorer le cosmos océanique. Ces 30 dernières années, les submersibles de recherche en haute mer ont rendu possible un tel exploit. La plupart peuvent opérer jusqu'à environ 1000 mètres sous l'eau. Mais la majeure partie du plancher océanique se trouve encore en dessous. Le record de plongée est toujours détenu par le bathyscaphe Trieste, descendu au plus profond de l'océan en 1960. Grâce à de tels submersibles, les scientifiques ont découvert des volcans sous-marins, des cheminées d'eau chaude et de nombreux animaux que l'on n'avait jamais imaginés auparavant. Le plancher océanique. De nos jours, les
engin se déplace librement, mais ne peut pas descendre au-dessous de 4000 mètres de profondeur. Par ailleurs, l'Alvin a découvert toute une faune sous-marine autour des cheminées abyssales. On touche le fond. Le 23 janvier 1960, Donald Wash et Jacques Picard ont plongé dans le plus profond des ravins abyssaux, la fosse des Mariannes, à bord du bathyscaphe Trieste. 4 heures plus tard, ils touchaient le fond après une descente d'environ 11 000 mètres. Des oasis de vie. Dans les grands fonds, l'eau est glacée, mais des sources hydrothermales peuvent jaillir de crevasses volcaniques ou cheminées dans le plancher océanique. En 1977, des scientifiques explorent l'une de ces cavités à 2000 mètres de profondeur, non loin des îles Galapagos. Elle grouille de vers tubiformes en forme de tube, appelés riftias, de crabes et de poissons. Tout ce petit monde se nourrit de bactéries et les plus gros mangent les plus petits. Toute la chaîne alimentaire repose ici sur la chimiosynthèse. Les bactéries trouvent leur nourriture dans le soufre et les minéraux s'échappant des cheminées ou sources hydrothermales. Les fumeurs noirs. Le Nautile a découvert des cavités sous-marines non loin de Mexico où se sont formées de hautes cheminées de dépôts minéraux solidifiés. L'eau chaude jaillit de ces sources hydrothermales à une température pouvant atteindre 350 degrés. En s'échappant de la roche, elle se mélange aux minéraux, le soufre notamment, et devient noire comme la fumée, d'où l'appellation fumeur noir. Le submersible, à propulsion nucléaire, est la version géante des véhicules destinés au grand fond. Les petits vaisseaux de recherche ne peuvent rester que quelques jours en immersion, tandis que les sous-marins nucléaires sont capables de demeurer jusqu'à 2 ans sous l'eau. Ils sont énormes et peuvent transporter un équipage important. Au plus profond, un des points les plus profonds que l'on connaisse est celui de la fosse Challenger des Mariannes, 10 916 mètres. À cet endroit, la pression de l'eau atteint 1,25 tonnes par centimètre carré. Quelle est la montagne sous-marine la plus haute? C'est le mont Kea, situé sous l'océan Pacifique. Il s'élève jusqu'à 10 000 mètres au-dessus du plancher océanique. Comparé à l'Everest, la plus haute montagne terrestre, il la dépasse de presque 2000 mètres, bien qu'il demeure invisible à la surface de l'eau. La vie des grands fonds. Pour les chercheurs, l'un des plus gros défis consiste à découvrir quelles mystérieuses créatures vivent dans les profondeurs des océans. Des animaux délicats comme la méduse se désagrègent dès qu'on les remonte en surface, car leur corps trop fragile ne supporte pas les énormes changements de température et de pression. Ces dernières années, grâce aux bras téléguidés très sensibles dont sont dotés les submersibles, on a pu collecter de nouvelles espèces. Avec ces engins, les scientifiques peuvent placer délicatement les animaux dans des récipients spéciaux qui les protègent avant de les sortir de l'eau. Car tout chercheur passionné rêve d'être le premier à découvrir une espèce jusque-là inconnue. Jusqu'à quelle profondeur trouve-t-on des poissons? La plus grande profondeur où l'on a pêché un poisson se situe à 8000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique. Il s'agissait d'une sorte d'anguille prise par le docteur Gilbert L. Voss en 1970. Cependant, on a aperçu une créature vivante à 11 000 mètres sous la surface du Pacifique, sans doute un concombre de mer plat. Des mâchoires géantes. Surnommé Mégabouche, c'est le plus mystérieux de tous les requins. On l'arrache pour la première fois à ses eaux profondes en 1976,
Il peut atteindre 5 mètres de long et pèse au moins 750 kilos. Avec sa gueule énorme et ses dents minuscules, il se nourrit uniquement de petits animaux. Quel soulagement! Dans tous les grands océans à plus de 1000 mètres de profondeur, il existe de gigantesques déserts de sédiments et de vases nettoyés en permanence par les concombres de mer ou holoturies. Ces derniers aspirent dans le sédiment les restes des plantes et des animaux ayant vécu au-dessus. Les habitants des profondeurs, plongez à plus de 600 mètres sous l'eau et vous vous retrouverez dans un monde de ténèbres où surgissent çà et là d'étranges éclairs lumineux. Les poissons des abysses possèdent en effet des organes luminescents, les photophores, qui leur permettent de chasser et de capturer leurs proies. Ceux d'une même espèce se reconnaissent à la tache lumineuse qui leur est propre. Un fossile vivant, le coélacanthe, a l'air de sortir tout droit de la préhistoire. Avant 1938, on avait découvert que les coélacanthes fossilisés datant de plus de 70 millions d'années. Cette année-là, un spécimen est pêché puis emmené dans un musée d'Afrique du Sud. Malheureusement, ce fossile vivant risque de disparaître de la planète. Il n'en reste en effet que quelques centaines dans des profondeurs de 150 à 300 mètres, non loin des Comores, entre Madagascar et le Mozambique. D'étranges nuances. Dans l'eau, chaque couleur ne pénètre que jusqu'à une certaine profondeur. Le rouge est la première à disparaître. Aussi les animaux de cette teinte paraissent presque noirs dans les grands fonds. De nombreuses créatures abyssales, telles que les crevettes bouquets et les araignées de mer, sont rouges, ce qui leur permet de se camoufler dans leur monde de ténèbres. Les méduses. On trouve de nombreuses sortes de méduses et d'animaux similaires au fond des océans. Certaines sont grandes, comme la méduse crinière de lion, dont le corps atteint jusqu'à 2 mètres de large. La plupart luisent de couleurs vives en se déplaçant et paralysent d'autres créatures en les piquant avec leurs tentacules. Des richesses sous l'océan. Au fil des siècles, on ne compte plus les épaves et tous les trésors engloutis dans les grands fonds océaniques. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on parvient à remonter certaines de ces richesses. On peut immerger des robots submersibles pourvus de caméras vidéo pour découvrir des trésors et aider les chercheurs à trouver les moyens de les récupérer. Les plongeurs amateurs adorent explorer les épaves enfouies et certains ont même participé à la découverte de véritables joyaux archéologiques. Ainsi, le renflouement de la célèbre épave du Marie Rose est dû en grande partie à une équipe de volontaires. De même, en 1995, des plongeurs finiront par dégager du fond de la Méditerranée une épave de l'âge du bronze datant de 3313 ans. Ces objets, témoins du passé, représentent une foule de renseignements sur notre histoire. Grâce à la vase et au sable, les épaves peuvent se conserver dans la mer pendant des milliers d'années, ce qui les rend d'autant plus difficiles à repérer. Les archéologues doivent creuser le sédiment avec soin, comme ils le font lors des fouilles terrestres. Et c'est alors qu'elle a surgi juste devant nous, un long bloc d'acier rouillé qui émergeait du fond, la coque massive du Titanic. J'avais l'impression d'être un voyageur de l'espace en train de scruter les murailles d'une cité extraterrestre sur une quelconque planète déserte. Robert Ballard, océanographe. La chasse au trésor. Beaucoup de gens rêvent de découvrir des trésors engloutis, mais peu y parviennent. La
fois qu'on l'a repéré, il est possible de revenir à l'endroit exact où il se situe en utilisant le système américain GPS. Il s'agit d'un réseau de communication par satellite qui permet une localisation précise à quelques mètres près. En 1994, on a récupéré 24 000 assiettes de grande valeur dans l'épave du Diana. Le bateau avait échoué en 1817, non loin de Singapour, à seulement 32 mètres de profondeur, mais le sable l'avait alors rapidement enseveli. Des richesses minérales. Le pétrole est réputé pour être l'or noir de la mer. Des pays tels que l'Arabie Saoudite et Brunei se sont enrichis en exploitant des gisements sous-marins. La plupart des plateformes pétrolières fonctionnent seulement dans une profondeur inférieure à 200 mètres. Aujourd'hui, il existe cependant des navires de forage capables d'extraire le pétrole à des endroits bien plus profonds. Le passé remonte à la surface. En 1982, le Mary Rose, le vaisseau amiral d'Henri VIII d'Angleterre, est remis à flot grâce au Dormog, le plus gros bateau grue qui existe à ce jour. Ayant coulé en 1545, le navire fournira de nombreux renseignements aux historiens sur la vie à l'époque des Tudors. La chasse aux épaves. Des instruments modernes, les sonars, permettent de localiser de nombreuses épaves. Ils transmettent des ondes sonores sur le fond marin et captent l'écho qu'ils reproduisent sous forme de graphiques en relief. Quelle est la plus vieille épave connue à ce jour? Elle date du XIVe siècle avant Jésus-Christ et sommeille encore au fond de l'eau au large des côtes de Turquie. Les océans renferment-ils d'autres trésors naturels? L'eau de mer contient de minuscules quantités d'or, mais pas suffisamment pour en justifier l'extraction, malheureusement. On peut toutefois y puiser d'autres éléments de valeur tels que le magnésium ou le brome, éléments atomiques. Un terrible désastre. En 1912, le plus grand paquebot du monde, le Titanic, heurte un iceberg. Plus de 1500 personnes périront dans ce naufrage, tandis que le navire sombre à 4000 mètres de profondeur. Grâce à un matériel ultramoderne ci-dessous, l'épave sera découverte en 1985. Depuis, des scientifiques sont allés observer en submersible les vestiges du vaisseau tristement célèbre. Belle prise. En 1994, Bob Hudson, un spécialiste du sauvetage de vieux navires, réalise un beau coup de filet grâce à un bras téléguidé. Tout un lot de pièces d'argent en provenance du John Barry, un vaisseau torpillé en mer d'Arabie en 1944. Parmi d'autres prises récentes, citons des lingots d'or et des poteries de grande valeur. Des dons de la nature. On trouve des nodules de manganèse sur le plancher océanique à environ 4000 mètres de profondeur. Ces petits cailloux noirs qui mettent des millions d'années à se former contiennent des métaux comme le cuivre et le nickel. Actuellement, des techniques spéciales d'extraction sont mises au point afin de les récupérer. L'exploration des grands fonds. Les premiers films de Hans et Lottie Haas ainsi que ceux de Jacques-Yves Cousteau ont permis au grand public de découvrir les merveilles du monde sous-marin sur leur petit écran. Aujourd'hui, avec des combinaisons et un équipement vidéo moderne, n'importe qui peut plonger dans les océans et sonder ces secrets aquatiques. Louis Boutan, l'inventeur du premier appareil photo sous-marin, serait stupéfait de voir les jetables étanches que l'on trouve actuellement sur le marché. Et depuis, tout ça a encore énormément évolué. Certaines stations balnéaires négligent à présent
remplaçant les promenades classiques en mer au profit des excursions sous-marines. Bientôt, chacun pourra sans doute acquérir son propre submersible de poche. Les sous-marins peuvent-ils se perdre? Le 1er septembre 1973, on repêcha un petit submersible, le Pisces 3, à 480 mètres de profondeur. Pendant 3 jours, 2 hommes s'étaient trouvés pris au piège à l'intérieur, après avoir perdu le contrôle de leur engin et tout contact radio avec leur navire en surface. Le sauvetage nécessita l'emploi de 2 submersibles et d'un véhicule robot. Des scaphandres pressurisés. Certaines tenues de plongée ressemblent à de véritables sous-marins miniatures. Le Wasp et le Jim sont très appréciés et permettent aux plongeurs d'atteindre 500 mètres de profondeur avec suffisamment d'oxygène pour 3 jours. Toutefois, ces scaphandres rigides sont chers et peu commodes à utiliser. Le Deep Flight One est un nouvel engin qui vole sous l'eau. Très résistant, son poids n'excède pourtant pas celui d'une grosse voiture. Le Deep Flight 2 transportera bientôt un équipage dans les profondeurs beaucoup plus facilement que le bathyscaphe Trieste, réputé peu maniable. Pêcher dans les grands fonds. Grâce à des traîneaux spéciaux équipés de filets, les scientifiques peuvent capturer des animaux du fond des mers. Tracté par un navire au bout d'un câble qui peut atteindre 15 mètres de long, le traîneau est en contact avec le fond et drague les sédiments. Il transporte aussi des instruments pour analyser l'eau, des appareils photo ou des caméras vidéo. Safari photo océanique. Les chercheurs se mettent à jeter à l'eau leur appareil photo. Le Batysnap est un dispositif spécial qui s'enfonce dans les profondeurs et prend des photos des animaux étranges qui y séjournent. Une fois la pellicule finie, l'appareil se détache automatiquement du poids qui le retient au fond et remonte en surface. Alors maintenant, avec tout ce qui est numérique, c'est sûr que tout ça paraît un petit peu dépassé. Souriez les poissons. En 1893, Louis Boutan prend la première photo sous-marine, mais son appareil se révèle lourd et peu commode. Ceux d'aujourd'hui sont petits, légers et nous permettent de découvrir de nombreux mystères des océans. Des lampes spéciales accentuent certaines couleurs. Grâce à la commande à distance, des caméras vidéo et des appareils photo peuvent transmettre des images aux scientifiques installés dans les navires de recherche. Celles-ci peuvent aussitôt être envoyées au laboratoire et aux musées du monde entier. Le sous-marin jaune. Le scientifique britannique Robert Leeds a récemment conçu un petit sous-marin jaune, évoquant une soucoupe volante et prévu pour une exploitation commerciale. Si les tests s'avèrent positifs, vous pourrez peut-être en louer un bientôt et partir en safari sous-marin jusqu'à 50 mètres de profondeur. L'avenir des océans. Dans le futur, nos océans devront affronter toutes sortes de problèmes. On est dans le futur maintenant. En faisant naufrage dans l'océan Arctique, en 1989, le tanker Exxon Valdez a déversé 35 000 tonnes de pétrole, tuant ainsi des milliers d'oiseaux, de loutres, de poissons et d'autres animaux. Chaque année, 20 milliards de tonnes de déchets polluants sont répandus dans l'océan, tandis que beaucoup d'oiseaux marins, de dauphins et de tortues meurent, pris au piège dans les filets de pêche. Par ailleurs, la pêche est devenue si intensive que les poissons n'ont pas le temps de se reproduire. Et maintenant, c'est de pire en pire. Toutefois, si nous trouvons des solutions, les océans nous offriront de fabuleuses perspectives. Les astronautes ont vécu jusqu'à une année dans l'espace, et bientôt, nous pourrons agir de même dans la mer. Jusqu'ici, les aquanautes ne sont restés sous l'eau que quelques semaines, mais qui sait, peut-être un jour habiterons-nous
sommes en train de détruire un monde extraordinaire que nous connaissons à peine d'une façon quasi insouciante. Pourtant, il existe de nombreuses solutions pour que cela cesse. Il nous faut agir, nous ne pouvons plus repousser l'échéance indéfiniment. Greenpeace. L'habitat sous-marin. Qui n'a pas un jour rêvé de vivre sous la mer? On ne compte plus les histoires fantastiques mettant en scène l'homme-poisson et les cités sous-marines. La science a cependant progressé pour que ce rêve devienne réalité. Des chercheurs ont en effet conçu une membrane capable de faire barrage à l'eau tout en laissant passer l'oxygène. Ils l'ont d'ailleurs testé sur des lapins avec succès. Ce dispositif pourra-t-il permettre un jour aux êtres humains de respirer librement sous l'eau? Des plongeurs sont d'ores et déjà capables de vivre un certain temps dans des maisons sous-marines ou des habitats pressurisés. Ces derniers sont petits et exigus, mais l'on pourra sans doute en construire de plus vastes dans lesquels les gens pourront vivre et travailler des mois, voire des années. Des maisons sous l'eau. Inventée par Jacques-Yves Cousteau, Conshelf 1 fut la première maison sous-marine pour plongeurs. En 1962, deux d'entre eux y séjournèrent une semaine à 10 mètres de profondeur. Le Sea Lab et le Tectite sont des habitats américains dans lesquels des gens ont vécu jusqu'à 30 jours à environ 200 mètres sous l'eau. Respirer sous la mer. Dans les années 60, le chercheur américain Waldemar Hayres, je sais pas comment ça se prononce, mit au point une membrane spéciale pour filtrer l'oxygène de l'eau de mer à travers des branchies artificielles. Il respira sous l'eau pendant plus d'une heure. Un environnement glacé. Les scientifiques de la plongée sous-marine explorent même les eaux froides de l'Arctique et de l'Antarctique. Ils y ont découvert des araignées de mer géantes, des anémones et des poissons dotés d'une sorte d'antigel dans le sang. L'aquaculture. De nombreux pays exploitent des fermes aquatiques où l'on élève des poissons, des coquillages et cultive des algues pour l'alimentation. La plupart sont installés dans des eaux peu profondes pour surveiller la croissance des animaux et des récoltes. Bientôt, on pourra sans doute pratiquer l'élevage en profondeur avec des fermiers plongeurs vivant dans des fermes sous-marines. Et oui, ils vivront en osmose avec la vie sous-marine. Combien de temps peut-on retenir sa respiration? La plupart des gens peuvent retenir leur souffle pendant environ 30 secondes. En décembre 1994, le Cubain Francisco Pipin Ferreira plongea en apnée à 125 mètres en retenant sa respiration pendant 2 minutes et 26 secondes. Attention, il est très dangereux de retenir sa respiration, ne vous amusez pas à le faire. Plonger sans risque. Le scaphandre autonome permet quasiment à n'importe qui de plonger et d'explorer les grands fonds, mais l'air comprimé qu'utilisent la plupart des plongeurs n'est pas sûr au-dessous de 50 mètres de profondeur. Des mélanges spéciaux de nitrogène ou d'hélium et d'oxygène permettent aux plongeurs confirmés de descendre à 100 mètres. En dessous, ils utilisent une cloche à plongeurs qui leur sert de base pour travailler jusqu'à environ 400 mètres sous l'eau. Les idées du futur. De nombreux livres et films ont exploré toutes les possibilités offertes aux êtres humains pour vivre sous l'eau dans des villes spécialement conçues à cet effet. D'ores et déjà, des sociétés proposent des séjours en hôtel immergé où les clients peuvent observer les poissons plonger avec un tuba ou en scaphandre autonome. Mais à mesure qu'augmente la population du globe, les habitats sous-marins auront-ils un usage plus sérieux? À l'avenir, verra-t-on des colonies humaines dans les profondeurs de l'océan?
scientifique actuelle, les océans renferment encore de nombreux mystères. Certains, comme la migration des anguilles, ont été expliqués en partie grâce à une observation de plusieurs années. La vision de créatures assez rares comme le régalec est sans doute à l'origine de la légende du serpent de mer. Et si certains ont vu ce dernier livrer bataille contre une baleine, ce n'est pas tout à fait faux, car le cachalot se nourrit de calmars géants. Mais l'on ne peut certes pas tout expliquer. Qui sait si d'autres créatures ne se cachent pas encore dans les profondeurs ténébreuses de l'océan. Des géants vagabonds. Chaque année en avril, d'énormes requins des récifs apparaissent en bordure de la grande barrière de corail australienne. Les requins pèlerins quittent les côtes européennes en hiver, mais nul ne sait où ils vont. On peut les suivre à présent par satellite en leur fixant des émetteurs radio. Les pieuvres sont-elles dangereuses? Certaines le sont. La jolie pieuvre à anneaux bleus découverte en Australie est de petite taille, entre 10 et 15 cm, mais sa piqûre peut tuer une personne en quelques minutes. Les pieuvres sont pourvues de 3 cœurs, mais cela ne les rend pas plus résistantes pour autant. Elles se fatiguent très vite et abandonnent le combat dès qu'il devient trop difficile. Une forêt de tentacules. Lorsqu'une pieuvre géante déploie ses multiples bras, vous pourriez y loger de grosses voitures. Ces monstres peuvent atteindre 3,50 m de long. Intelligentes et timides, on les aperçoit rarement et nul ne connaît vraiment les limites de leur gigantisme. De mystérieuses migrations. Beaucoup d'animaux aquatiques accomplissent de longues migrations, mais la façon dont ils trouvent leur chemin demeure encore un mystère. Dans le passé, les gens croyaient que les longs poils de la queue d'un cheval se métamorphosaient en jeunes anguilles dès qu'on les jetait à l'eau d'une rivière. De nos jours, on sait que celles-ci nagent sur des milliers de kilomètres depuis la mer des Sargasses pour rejoindre les rivières. Comment se dirigent-elles? Cela reste un mystère. L'effroyable kraken. Pendant des siècles, toutes sortes d'histoires ont circulé sur le kraken, une sorte de gigantesque pieuvre. Cette légende nordique s'inspire sans doute du calmar géant qui peut mesurer 15 mètres de long et dont les tentacules ont pu être prises pour des serpents de mer. Le serpent des abysses. Vivant dans les profondeurs, l'étrange régalec peut atteindre la longueur stupéfiante de 7 mètres. Avec sa crête et ses ailerons rouges vifs, on pourrait le confondre avec un serpent de mer. Toutefois, certaines apparitions demeurent inexpliquées. En 1817, de nombreux individus auraient aperçu un gigantesque serpent de mer dans le Massachusetts aux États-Unis pendant plusieurs semaines. Mais l'identité de la créature demeure à ce jour énigmatique. Le triangle de la mort. Plus de 70 bateaux et une vingtaine d'avions auraient disparu dans le célèbre triangle des Bermudes dans l'océan Atlantique. Espérons que les futures recherches pourront expliquer leur disparition. Des monstres échoués. Au siècle dernier, on a retrouvé d'énormes masses de 5 à 10 tonnes de créatures marines mortes, échouées sur les rivages du monde entier. Seraient-ce les morceaux de monstres marins inconnus? La toute-puissance de l'océan. À mesure que progresse la science et la technologie, les océans livrent peu à peu leurs secrets. Toutefois, la route est longue avant que l'être humain ne puisse tout comprendre de cet univers sombre et mystérieux où règnent des monstres géants et de fabuleuses créatures. Un univers